Jack, on a un petit problème. Qui on recherche? Laura Richards, 24 ans. Elle a manqué 2 matinées de travail d'affilée. Il me faut la liste de tous les soldats qui sont passés dans cet hôpital depuis qu'elle travaille là. Jack Malone mobilise ses troupes lundi prochain dès 20h50 sur France 2. Allez. Les enquêteurs ont trouvé la solution dans FBI porté disparu avec les services Michelin-Honoré. On croyait les émeutes de la faim derrière nous, et bien il n'en est rien. Et nombreux sont ceux qui annoncent le pire pour demain. La question est claire, comment nourrir dès aujourd'hui une planète qui supportera 3 milliards d'êtres humains en plus d'ici 40 ans. À l'ONU, on affirme que l'ère de la nourriture bon marché est révolue. Alors comment en est-on arrivé là? Qui spécule sur les matières premières? Et que faire pour éviter de nouvelles émeutes sur fond de peur migratoire? C'est le débat de mots croisés dans un instant. A tout de suite avec nos invités. Découvrez le nouveau design de l'Opel Zafira. Pour votre famille, c'est un monospace qui cache bien son jeu. Le nouvel Opel Zafira Limited Edition avec 7 places de série est à seulement 19 990 €. Découvrez Opel. Découvrez un nouveau trésor de gourmandise. Délices roulées de Coraya. Le goût intense du saumon. La chair tendre de Coraya pour un plaisir irrésistible. Délices roulées de Coraya, un tourbillon de plaisir. Chaud. Froid. Chaud. Froid. Chaud et froid. C'est simple, c'est un chauffage l'hiver qui vous rafraîchit l'été. Oui, réversible. Réversible. C'est ça. Confort, performance, économie. Pompe à chaleur Daikin, le confort pour longtemps. Chers amis, n'attendez pas les prochaines élections. À la Pentecôte, votez pour une escalope de veau. De la crème, des champignons, en 6 minutes, c'est prêt. L'escalope de veau, elle tient toutes ses promesses. Votez. Bravo le veau. Vitomite. Vitomite, le cauchemar des mythes. Redessinez vos rondeurs? Aujourd'hui, c'est possible grâce à Somatoline Cosmétique Ventre et Hanche. Le nouveau traitement qui amincit la silhouette en 4 semaines. En pharmacie, Somatoline Cosmétique Ventre et Hanche, ça fonctionne. Märkanagiska. Ganyanak avec falafert. Lapage, titekan deavonga. Bla bla, sanzerem yokanti tekalo. Jokak, angerokerema trovice laktavmolok. Freket. Oh, klabevevlo. Nouvelle Peugeot 308. Essayez-la, vous comprendrez. En course pour un doublé historique. L'Armada offensive de Lyon affronte les Sangliers de Sedan, décidés à défier la hiérarchie. Lyon-Sedan en demi-finale de Coupe de France, à vivre en direct, mercredi soir sur France 2. Retrouvez la Coupe de France avec Côté Match. Retrouvez la Coupe de France sur France 2 avec la Caisse d'épargne. Inédit. Aucun citoyen ne peut refuser d'être juré. Pas même le coupable. Jean-Pierre Daroussin est le 7e juré. Vendredi 16 mai sur France 2. Ne sera plus votre seul horizon. Citroën C4 Picasso, le Visiospace. En mai, profitez de 2200 € de prime reprise sur C4 Picasso et Grand C4 Picasso. Monospace les plus vendus en France au premier trimestre 2008. Seb invente Vita Cuisine, le premier cuiseur vapeur gourmand qui préserve au mieux toutes les vitamines en accélérant la cuisson.
C'est en passant ces petits pots de crème d'un seul coup du chaud au froid que la laitière leur donne cette texture ferme, si fondante. Le petit pot de crème de la laitière, un fondant inégalé. Nouveau, le petit pot de crème au chocolat blanc. BMW série 3, le plaisir nous rapproche. Quand on est enfant, l'organisme est plus fragile. Et quand on est papy aussi. Alors à chaque âge, on peut prendre sa santé en main et entretenir ses défenses naturelles avec Actimel. Actimel participe à renforcer les défenses naturelles et nous aide à être plus résistants. Parce que rien ne doit nous empêcher de profiter chaque jour des bons moments. À chaque âge, Actimel vous aide à être plus résistant. Bonsoir à tous. Aujourd'hui même en Somalie, les forces de l'ordre ont donc tiré sur les manifestants qui protestaient contre le prix des denrées alimentaires. Le temps des émeutes de la faim est bien revenu. Il touche des pays aussi différents que le Mexique, le Sénégal ou encore Haïti. L'ONU annonce d'ailleurs que 37 pays sont directement menacés par cette crise. Je vous donne encore 3 chiffres pour commencer cette émission et comprendre l'ampleur des problèmes que nous abordons ce soir. Le prix du blé a augmenté de 130% en un an sur le marché à terme américain et la facture alimentaire des pays les plus pauvres a augmenté, elle, de 50%. Avec en Haïti des sacs de riz qui passent de 35 à 70 $ en une semaine. Bref, les émeutes de la faim ne sont pas prêtes de s'éteindre. C'est le débat de mots croisés ce soir dont je vous présente les invités. Jean Ziegler, responsable politique suisse. Jusqu'au 30 avril dernier, vous étiez rapporteur spécial de l'ONU pour le droit à l'alimentation. Vous faites partie de la nouvelle équipe d'experts en charge du dossier alimentaire qui vient d'être mise en place par les Nations Unies à Berne. Claude Allègre, vous êtes géochimiste de formation, ancien ministre de l'Éducation nationale et membre de l'Académie des sciences. Votre dernier livre, La science et la vie, paraît cette semaine après Ma vérité sur la planète. Alain Joyandet est notre nouveau secrétaire d'État chargé de la coopération. Vous êtes au gouvernement celui qui s'occupe du développement et revenez d'une tournée en Afrique de l'Ouest. Je précise que la France a annoncé aujourd'hui le doublement de son aide alimentaire à la Somalie. Sylvie Brunel, vous êtes géographe, professeur à la Sorbonne et à Sciences Po. Vous avez présidé l'ONG Action contre la faim et êtes une spécialiste du développement de l'Afrique et des famines auxquelles vous avez consacré de nombreux ouvrages. Yannick Jadot est lui directeur des campagnes de Greenpeace France. Vous connaissez très bien les questions de solidarité agricoles et de recherche agronomique sur lesquelles vous aviez auparavant travaillé. Philippe Chalmin est économiste, vous enseignez à l'université Paris-Dauphine, votre spécialité ce sont justement les matières premières et leur marché. Marcel Mazoyer est ingénieur agronome, vous avez succédé à René Dumont à la chaire d'agriculture comparée à l'Institut national agronomique, vous avez présidé pendant 10 ans le comité du programme de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Enfin, Antoine Glaser est journaliste, spécialiste de l'Afrique et rédacteur en chef de la lettre du continent. Nous allons donc parler de la faim dans le monde et de la capacité que nous avons, nous, habitants de cette planète, à relever ce défi. Cette émission est donc bâtie de la façon la plus simple, le constat, les causes, les solutions éventuelles. On a évidemment connu plus inventif, mais tant pis, on va commencer avec les constats. Pourquoi ces émeutes de la faim ont-elles éclaté ces dernières semaines? Et c'est à vous que je pose cette première question, Jean Ziegler. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, je voulais dire que ces nouvelles tragédies que vous avez très bien indiquées avec les chiffres, le riz qui a doublé en 3 mois, ces nouvelles tragédies se greffent sur une ancienne tragédie qui continue, qui est la faim, qui est le massacre quotidien de la faim. L'année dernière, selon la FAO, avant l'explosion des prix, toutes les 5 secondes, un enfant en dessous de 10 ans est mort de faim. 854 millions de personnes, un homme sur 6 sur la planète, a été gravement et en permanence sous-alimenté. Et près de 50 000 personnes sont mortes de faim tous les jours, de faim ou de ses suites immédiates. Donc il y a un massacre quotidien de la faim qui se déroule
dans une normalité glacée. Et maintenant... Là, vous nous dites que ça n'est pas nouveau. Non, Sauf non, qu'on est attendez, il y a quelque chose de tout à fait nouveau. Voilà. Alors maintenant, se greffe là-dessus une flambée des prix, vous avez indiqué quelques chiffres qui sont tout à fait exacts, qui fait que des nouvelles classes par million sont entraînées dans l'abîme. 2,2 milliards de personnes, selon la Banque mondiale, vivent dans l'extrême pauvreté. Le tiers de l'humanité n'ont pas les moyens pour vivre normalement, un revenu convenable. Ces gens-là, tout à coup, se trouvent confrontés avec un sac de riz qui coûte le double. Et le riz est l'aliment qui est le plus mangé sur la planète, c'est pour ça que je prends le riz, qui coûte le double et qui ne peuvent plus payer. En plus, dans une favela du Brésil, dans un bidonville de Karachi, aux Smoky Mountains des Philippines, par exemple, de Manille, là, un ménage paye 80 à 90% pour la nourriture, tandis que chez nous, c'est 10-15%. Donc, le massacre qui était quotidien pour, surtout pour des paysans très très pauvres, etc., maintenant frappe, surtout en milieu urbain, frappe des millions de personnes qui n'ont pas la moindre chance, de se procurer la nourriture du lendemain. Il a donc pris une dimension particulière. Je voudrais savoir si vous partagez les mêmes constats avec les mêmes idées ou les mêmes ordres de grandeur, Sylvie Brunel et Claude Allègre. Sylvie Brunel. Je pense que la situation actuelle est particulière, tout simplement parce que les pays du Sud se sont habitués à acheter leur nourriture sur les marchés mondiaux au détriment de leur propre paysannerie. Ils y ont trouvé leur intérêt pendant très longtemps parce que les prix mondiaux de la nourriture étaient bas. Et aujourd'hui, il y a une conjonction de phénomènes qui se produisent en même temps, qui font que ces prix de la nourriture flambent. Mais ce phénomène n'est pas nouveau. Il s'est déjà produit en 1996, en 1973-74, et on a déjà connu par le passé des émeutes de la faim. Est-ce que cette photo épouvantable que vient de nous donner Jean Ziegler pour démarrer cette émission, en gros, c'est celle que vous observez aussi? Je serais moins, je serais moins dramatisante que Jean Ziegler, tout simplement parce que je pense que ces émeutes de la faim sont aussi l'expression d'un grand mécontentement populaire et que ce n'est pas une famine telle qu'on a pu en connaître dans des situations tragiques comme la Somalie ou comme d'autres pays qui ont été endeuillés. Je pense que c'est un problème conjoncturel d'une manque de pouvoir d'achat. C'est des populations pauvres en ville qui, parce qu'elles descendent dans la rue, parce qu'elles montrent leur fureur, sont particulièrement spectaculaires, mais que ce n'est pas une famine comme on en a connu dans l'histoire. Claude Allègre, sur je dirais les grands chiffres et les quelques données pour démarrer. Moi je suis... On voit qu'on a déjà deux analyses qui ne sont pas exactement les mêmes. Bien, sur l'ampleur du phénomène. Moi je serais peut-être plus alarmiste que M. Ziegler. Je pense que c'est un problème qui se pose depuis longtemps. On ne s'en est pas occupé. On s'en occupe très peu. Et la meilleure preuve, c'est cette bêtise qu'on a faite sur les biocarburants. Quand on voit ce qui se passe au Mexique, c'est une erreur tragique. On a accéléré ce phénomène. Mais je pense que c'est le début d'un problème qui va s'amplifier. Et ce que je crains, c'est que comme on est dévoré par l'actualité et par les gens qui font de la propagande, qui sont organisés pour la propagande, la faim, ça émeut personne, sauf que lorsque c'est dans des situations comme ça, mais un enfant par-ci, par-là, personne ne fait attention à ça. Je pense que la situation va devenir dramatique. Et je vais vous donner sur mon point de vue de spécialiste. L'eau va être un problème capital sur cette planète. Aujourd'hui, il faut comprendre une chose. 20% des fleuves sont pompés pour l'irrigation. Au début du siècle, il y en avait 0,5%. Ce 20%, c'est une limite. On a des fleuves, la Moudaria, le Sirdaria qui n'arrivent pas dans la mer d'Aral, mais le Niger se trouve dans une situation dramatique. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus compter sur l'idée de pomper les fleuves pour irriguer. Ça veut dire que les seuls endroits où on va pouvoir nourrir le monde, c'est l'Amérique du Sud, c'est une partie de l'Amérique du Nord et l'Europe. Et c'est en ça que je veux dire que l'Europe a un devoir particulier dans ce domaine. L'agriculture européenne a un devoir particulier. Et je l'ai dit en son temps, quand la Commission européenne a mis une partie des terres en friche, c'était quelque chose qui était criminel par avance. Néanmoins, la loi du marché s'est imposée par rapport à ça. Donc je dis simplement,
Moi, je crois que c'est la priorité mondiale aujourd'hui. Alors, une partie, je dirais, de vos constats nous ont déjà conduit à des débuts de conclusion sur lesquels on va revenir et on va prendre tout ça au fur et à mesure, notamment la question de l'eau. Je voudrais juste que, peut-être, on risque d'être réducteur, mais pour qu'on comprenne bien ce qui se passe, on puisse citer quelques pays où vous nous expliquez ce qu'il s'y passe. Alors, Sylvie Brunel, si vous devez en choisir un pour qu'on comprenne la situation en ce moment, vous choisissez quoi pour nous décrire la situation? Par exemple, parlons d'Haïti. Oui. Haïti, c'est économique et politique depuis des décennies. Quand vous franchissez la frontière entre Haïti et la République dominicaine, de façon tout à fait étrange, la situation change. C'est-à-dire qu'en République dominicaine, sur la même île, on se nourrit, on vit correctement, on peut même parler d'un pays émergent, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des pauvres. Oui. Et en Haïti, c'est un désastre. Alors dans désastre, les populations quittent les campagnes, les terres sont dégradées et ils s'agglutinent dans des bidonvilles comme Cité Soleil, comme Gonaïves. Donc à partir du moment où ces gens-là qui dépendent des prix de la nourriture se retrouvent avec une nourriture qui est inaccessible à leur pouvoir d'achat, eh bien le mécontentement enfle, ils descendent dans la rue, ils renversent le gouvernement. Mais il faut faire très attention. Souvent, les problèmes alimentaires sont aggravés par de la spéculation. C'est-à-dire qu'il y a aussi des commerçants qui ont de la nourriture et qui la gardent parce qu'ils savent que cette nourriture, elle va augmenter. Et donc on se retrouve avec des flambées de colère qui se traduisent par ces situations qu'on a vues d'émeutes. Donc là, vous venez de nous donner un coup de projecteur sur une île des Antilles. Antoine Glaser, je ne sais pas s'il faut choisir des pays africains. Bien sûr, nous emmenez où? Quand vous voyez les pays où il y a eu des émeutes ces derniers temps, vous avez des pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'était un pays il y a 10-15 ans qui était autosuffisant sur le plan alimentaire. C'est ça qui est absolument incroyable. Ça veut dire, on ne sait pas une situation comme ça qui arrive de nowhere, brusquement. Il y a des émeutes, etc. Ce sont des pays qui étaient autosuffisants. Évidemment, avec la poussée démographique, d'urbanisation, ils faisaient 700 000 tonnes. Et ces 700 000 tonnes, avec ça, eh bien, actuellement, vous avez le président ivoirien Laurent Gbagbo, il a envoyé de toute urgence un certain nombre d'envoyés spéciaux en Inde, en Thaïlande, etc., pour absolument importer. Il a absolument besoin de 500 000 tonnes. Il y a des émissaires de Laurent Gbagbo en ce moment qui parcourent le monde pour trouver mais de Laurent Gbagbo, à manger. Du président sénégalais Abdoulaye Wade. Vous avez des pays comme le Cameroun, où ils avaient des deals avec les Chinois pour importer chaque année 400-500 000 tonnes. Et actuellement, c'est la panique parmi les dirigeants africains, parce qu'ils savent très bien que les populations qui sont urbanisées souvent à 40%, en fait, attendent du riz, alors qu'avant, ces gens-là, souvent, ils prenaient ils mangeaient des tubercules, du manioc, de l'igname, etc. Tout le monde s'est mis au riz. Pourquoi? Parce qu'en même temps qu'il n'y a plus de culture vivrière, en même temps qu'ils ne sont plus autosuffisants sur le plan alimentaire, pendant 10 à 20 ans, je veux dire, un certain nombre de pays ont déversé à bas prix des produits subventionnés du Nord, qui est donc, à partir de ce moment-là, ils abandonnaient l'agriculture. Le problème de fond, il est là. Ça veut dire c'est structurel et aussi c'est conjoncturel actuellement. Mais je veux dire, c'est incroyable de voir qu'il n'y a plus de culture vivrière dans un certain nombre de pays. Alain Joyandet, vous venez d'aller au Sénégal il y a quelques jours. Est-ce qu'il vous a parlé de cette situation, le président Wade? Bien sûr, mais alors je partage le constat qui vient d'être fait sur la gravité de la situation. Je pense que personne ne peut le nier, mais je suis beaucoup plus optimiste que M. Allègre. Je ne pense pas qu'on va vers une catastrophe si nous savons réagir. Je rapporte de mon voyage des éléments très inquiétants et en même temps des signes d'espoir, parce qu'il se passe des choses sur le terrain qui sont très intéressantes. Vous demandiez à ce qu'on prenne en exemple un pays. Eh bien, voilà un pays comme le Sénégal, évidemment, où il y a eu un certain nombre de problèmes aussi, qui ne sont d'ailleurs pas forcément tous liés complètement aux problèmes alimentaires. Mais il y a en même temps énormément d'initiatives qui sont prises et qui font justement qu'il y a des signes d'espoir, et notamment grâce à la coopération française et européenne. Je ne suis pas aussi pessimiste que M. Allègre s'agissant du Niger. Dans l'état actuel, oui, le Niger, c'est catastrophique, mais si on fait avec la zone Niger ce qui a été fait avec le fleuve Sénégal, j'étais au bord du fleuve Sénégal, j'étais sur le barrage qui a été construit. Depuis que le barrage est construit, eh bien, les rizières renaissent, 1500 paysans sont autour, la suffisance alimentaire renaît un peu. Le Sénégal...
de dire qu'on arrivait, je dirais, aux limites de la capacité à pomper dans nos fleuves. Non, mais attendez, le fleuve Niger, dans les fleuves de la planète, si je le fleuve Niger, aujourd'hui, il n'y a pas de barrage. Donc l'eau s'écoule, en période d'étiage, il n'y en a pas, et quand il y a de l'eau, on la perd. C'est ce qui se passait sur le fleuve Sénégal. Donc là où je suis évidemment d'accord avec monsieur Alex, c'est que l'eau, c'est la vie, il va y avoir un problème d'eau. Et monsieur Allègre a raison. Simplement, il y a beaucoup d'endroits où il y a de l'eau, où la gestion de l'eau n'est pas bonne, et là où on a rendu la gestion de l'eau un peu efficiente, on voit que tout est à nouveau possible. Jean Ziegler, dans cette série de premières photographies, est-ce qu'il y a un pays dont vous voulez nous parler pour comprendre la situation et la gravité de la situation? Okay, nous vivons dans un monde totalement absurde. Hein. Je veux dire, l'ordre du monde tel que le capital financier mondialisé l'a fait est absurde et meurtrier. Alors je voulais donner deux exemples, on peut prendre plusieurs. Je prends le Mali, hein, le Mali et puis le Niger, peut-être deux. Le Mali qui est un immense pays au cœur de l'Afrique, enfin de l'Afrique occidentale, qui abrite des civilisations paysannes mais magnifiques, hein, les Bambara, les Peuls, etc. C'est des paysans, des éleveurs qui, enfin M. Mazoyer peut le témoigner, qui connaissent leur métier depuis des siècles. Or, le Mali exportait l'année dernière 380 000 tonnes de coton. Exportait. Oui. Et importe, ce pays agricole par excellence, importait 82% de sa nourriture. Et d'où? De Thaïlande, du Vietnam, donc il faut payer ses frais maintenant énormes, enfin ses prix énormes, plus les frais de transport. Parce que le riz vient de traiter. C'est une absurdité totale. Deuxième exemple... Il y a des observations à vous faire qu'on refera dans quelques instants. Attendez, voilà, mais je veux juste dire... Oui, bien sûr. Deuxième exemple. Vous me tenez cet exemple. Deuxième exemple, parce que la cause est toujours la même. Deuxième exemple, le Niger, qui est le deuxième pays le plus pauvre du monde sur le Human Development Index du PNUD, qui est lui aussi un pays à 1 million et quelques kilomètres carrés, magnifique, les Hausa, les Tcherma, les Touaregs, enfin des civilisations très très brillantes et campagnardes, 20 millions de têtes de bétail. La colonie française a créé, le colonisateur avait créé l'Office national vétérinaire, qui est une très bonne chose, qui donnait des parasitoses, les vitamines, les vaccins aux éleveurs, à très bas prix. Le Fonds monétaire international... Attention, vous allez nous dire que la colonisation avait du bon. Non, alors après, on va se fâcher. Ah bon, non. Je me dis, venant de lui, alors là, s'il y a un bouleversement. Non. Bon. Monsieur Sarkozy a totalement, absolument tort sur ce point. Bon, horrible. Colonisation indéfendable sous n'importe quel... Non, mais excusez-moi, monsieur le ministre, mais enfin, c'est mon opinion. La colonisation est totalement... négatif, destructeur. Oui. Bon, mais alors là, il y avait l'Office national vétérinaire, qui était une bonne chose. Le Fonds monétaire international arrive, enfin les corbeaux noirs de Washington, qui sont les vrais maîtres du pays, puisque la dette extérieure fait que le Fonds monétaire international est vraiment le maître de beaucoup de pays. Et exige la privatisation. Exige la privatisation de l'Office national vétérinaire. Résultat, maintenant, moi j'étais dans le bureau du Premier ministre, Amadou, quand il est revenu du dernier voyage de Washington, où il m'a fait part de son échec. Il dit, je n'ai rien pu faire. Aujourd'hui, les éleveurs nigériens, Hausa, Tcherma, etc., doivent payer les prix des sociétés multinationales pharmaceutiques, vétérinaires, qui sont évidemment inaccessibles pour la plupart d'entre eux, les troupeaux meurent, les familles, prostitution enfantine, sous-alimentation dans les bidonvilles, Ce que vous faites là, c'est la critique, on va dire, du capitalisme et de la mondialisation. Alors, je fais un constat, vous me demandez un pays, je dis un constat, et je dis absurdité, et je dis il faut changer radicalement cet ordre du monde, et notamment la politique du FMI. Alors, Philippe Chalmin, on reste encore un petit peu quand même dans les constats, mais voilà. Là, les pays dont on vient de parler sont des pays où il n'y a rien à manger, ou des pays où la nourriture est devenue trop chère ces dernières semaines et ces derniers mois. Je crois que Sylvie Brunel a tout à fait raison de souligner que ce sont peut-être des émeutes de la faim, mais ce sont avant tout des émeutes de la pauvreté. Et ce sont des pauvres urbains qui manifestent parce que, effectivement, deuxième problème, les prix des produits agricoles ont flambé, et les prix des produits agricoles ont flambé pour des pays qui se sont mis dans des situations de dépendance parce que, effectivement, ils ont pris l'habitude d'acheter à l'extérieur ce qui était moins cher que de produire à l'intérieur. Pardonnez-moi, donc vous confirmez qu'il y a à manger mais que c'est trop cher? Mais oui, un chiffre simplement. Un pays qui importait coût et fret, c'est-à-dire la marchandise arrivée dans le port d'importation,
Une tonne de blé valait, il y a 3-4 ans, 120, 130 $. Eh bien, la même tonne de blé vaut aujourd'hui, coût et fret, parce que les taux de fret ont flambé, elle vaut entre 450 et 500 $. Donc vous voyez, c'est bien pire que ce que vous avez dit, c'est 4 fois plus. Donc nous sommes en face d'un choc alimentaire qui n'a de précédent que le début des années 70. Le moment, d'ailleurs, c'est intéressant, au fond, nous vivons dans l'alimentaire, mais aussi dans l'énergie, dans les autres matières premières, exactement le même choc qu'au début des années 70. Et d'ailleurs, nous nous posons les mêmes questions. Halte à la croissance, disait-on en 72. Ben, aujourd'hui, on se pose les mêmes questions. Alors, un dernier point, il y a beaucoup de points sur lesquels je ne suis pas d'accord avec Jean Ziegler. On va revenir sur le FMI. Il a totalement raison sur l'action FMI, Banque mondiale, dans la déstructuration des politiques agricoles, en particulier en Afrique. Est-ce que la hausse des prix des produits alimentaires est un phénomène, on va dire, exceptionnel, Marcel Mazoyer? Parce que depuis le début de cette émission, on a dit qu'il y a déjà eu des crises, il y a eu des difficultés alimentaires, mais voilà. Est-ce qu'on est dans une situation et dans un phénomène que vous pensez être exceptionnel en ce moment? Non, non, pas du tout. Philippe Chalmin vient de le dire, en 74-75, la tonne de céréales était entre 500 € et 600 € sur le marché international. Et donc elle était à peu près à ce prix-là dans les pays qui importaient sans se protéger. Actuellement, elle est à 250 € et elle peut parfaitement monter dans l'année prochaine ou dans les 2 ans qui viennent. Il suffit de 3 mauvaises récoltes successives, 2 ou 3 mauvaises récoltes successives, elle peut remonter à 400 ou 500 €. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est pas nouveau du tout. Depuis 200 ans, tous les 20 ou 25 ans, les prix flambent parce que pendant 20 ou 25 ans, ils n'ont pas cessé de baisser sous le coude d'un marché international qui a existé dès le 19e siècle. On importait la laine d'Australie, le blé d'Amérique, etc. Et chaque fois qu'il y a un groupe de pays qui ont des prix de revient nettement inférieurs aux autres, en général des pays en pleine expansion territoriale, etc., la colonisation des grandes plaines américaines, la colonisation de l'Australie, actuellement la colonisation de l'Amazonie, la colonisation des forêts indonésiennes, etc. Il y a quelque part, à l'échelle mondiale, des gens qui conquièrent les meilleures terres du monde du moment, qui le font dans des conditions économiques beaucoup moins chères que les vieux pays agricoles bien équipés. C'était le cas de l'Angleterre, mais elle a quand même été ruinée sur le plan agricole au 19e siècle, ou des beaucoup moins bien équipés, c'est le cas des paysans d'Afrique aujourd'hui. Alors, le prix international, c'est le prix des 10-15% de producteurs du monde, parce que le marché international, c'est 10, 15, 20% suivant les matières. En volume total, c'est 10%.